Bonjour cher Képri, cher cheminant, sois bienvenue dans mon temple d'amour. Je suis Néferounéis, c'est mon nom de guide, et je suis coach spirituel et oracle holistique. Et je viens te parler aujourd'hui, pour ce 3e rendez-vous de ma série podcast En quête de soi, d'un très beau sujet, l'estime de soi. Dans votre recherche spirituelle, liée à votre éveil, au parcours sacré, vous devez aborder des aspects de votre passé comportant vos échecs et vos blessures. Nous portons tous en nous de fausses idées, souvent fondées sur des blessures de l'âme et des conditionnements transgénérationnels, éducatifs, qui entrent en conflit avec une recherche de spiritualité et de pleine conscience. Prendre conscience de ces blessures et de la façon dont elles influencent vos pensées et vos sentiments est essentiel. C'est une étape nécessaire pour un véritable éveil spirituel au lien sacré, celui qui t'appelle inlassablement vers l'être aimé. Même à distance de l'un et l'autre, physique ou spirituel, vous serez amené à faire évoluer vos consciences respectives pour devenir un être conscient, responsable et vertueux. On entend par là un être d'amour universel. Notre condition humaine, alimentée par notre éducation, nos valeurs, nous donne le droit de nous punir pour nos torts. Mais nous a-t-on appris à pardonner ? En apprenant à se pardonner, vous mettez fin à ce cycle de la négativité et vous cessez de l'alimenter. En mettant en place ce processus interne, par la méditation par exemple, vous vous aidez à retrouver une vraie sérénité. Mais pourquoi est-ce si important, me direz-vous, cher Képri ? Car il n'est pas possible de vivre en évitant de se tromper, de faire des erreurs, de blesser l'autre ou d'être blessé soi-même. C'est une réalité de la vie. Alors, plus tôt vous entreprendrez l'acceptation de vos blessures d'âme, plus vite vous enclencherez l'auto-guérison et la transformation intérieure, et vous vous guérirez. Et moins vous vous épuiserez dans des états d'esprit négatifs, de culpabilité, d'impuissance, liés à une mauvaise estime de soi et à la blessure du rejet. Elle génère une souffrance abyssale. Elle nous pousse à nous interroger sur la légitimité même de notre existence, de notre mission de vie sur cette terre-mère. La blessure de rejet est un poids que nous traînons souvent au long cours et semble nous condamner à la solitude. Et pourtant, aussi violente soit-elle, cette blessure émotionnelle n'est pas une fatalité. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. La simple évocation du rejet peut éveiller en nous une réaction viscérale, un malaise que nous ne nous expliquons pas toujours. Si la blessure de rejet nous touche tant, c'est que de toutes les blessures relationnelles, elle est la plus insupportable, la plus violente. Être rejeté est lié au sentiment d'être repoussé, éloigné, sorti de la vie de l'autre. À ce titre, nous confondons parfois le rejet et l'abandon. Certes, être abandonné implique que l'autre, quel qu'il soit, quitte notre existence, mais ce départ peut être lié à des causes extérieures à nous. Le rejet, lui, est beaucoup plus grave, car il fait naître une blessure narcissique qui touche à notre existence même, à notre place face à elle. L'autre nous repousse, et cela nous fait penser que nous n'avons pas de valeur. Le rejet est toujours une négation de l'être. Il remet en cause qui nous sommes.
La blessure laissée par le rejet est d'autant plus douloureuse qu'elle puise souvent sa source dans notre enfance et nous est infligée de manière répétée. Il peut arriver qu'un événement unique génère une blessure de rejet, surtout quand la personne qu'elle affecte est très sensible. Toutefois, ce type de blessure se construit plus souvent par couches et dans le temps. D'ailleurs, plus les expériences de rejet sont précoces, plus elles ont tendance à s'enraciner en nous, à laisser des traces à long terme. Qu'est-ce qui génère le rejet ? Me direz-vous encore, cher Képri ? Si nous le vivons tous à notre manière, en fonction de notre personnalité et de notre histoire, le rejet, quand il nous blesse durablement, peut être lié à différents facteurs. À la naissance, le fait de ne pas avoir été désiré peut créer une blessure extrêmement douloureuse, que ce rejet soit conscient ou non. S'il y a un déni de grossesse ou une interruption volontaire de grossesse qui a échoué, voire à une moindre échelle, si l'enfant arrive par accident, les conséquences psychologiques à long terme peuvent être très lourdes à porter. L'on peut souffrir d'une dépression chronique pendant des années sans savoir que sa mère, malgré une IVG, nous avait mis au monde et elle avait très mal vécu, nous transmettant à nous, nourrissons, une difficulté à s'accepter, à s'aimer et à aimer. Au cours de l'enfance, la blessure de rejet peut être imputable à une négligence parentale, à un départ précipité suite à un divorce de l'un des deux parents non expliqué, ou au contraire tellement bien assumé au point d'en oublier ses propres enfants et ses responsabilités envers eux. Survivre au manque d'amour, ou l'ayant vécu comme tel, est très douloureux pour un enfant. Le sentiment de rejet est alors plus insidieux. Dans certaines familles, l'enfant peut sentir qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il gêne, qu'il est de trop ou encombrant, voire transparent, inexistant. Généralement, ces enfants voient leurs besoins primaires satisfaits, mais pas leurs besoins émotionnels. Personne ne leur dit qu'ils sont aimés, personne ne les soutient ou croit en eux au quotidien. La maltraitance, enfin, provoque une blessure de rejet car elle est en soi une négation de qui nous sommes. Il peut alors s'agir de maltraitance verbale, quand les insultes sont constantes, de violence émotionnelle, quand nos ressentis sont systématiquement invalidés par l'autre, ou évidemment de maltraitance physique ou sexuelle. Il est important de ne pas minimiser ces violences. La maltraitance physique liée au coup est abominable. Mais les violences verbales quotidiennes, critiques, humiliations, moqueries, peuvent imprimer un sentiment de rejet tout aussi douloureux. Quelle que soit son origine, la blessure de rejet pose une question existentielle centrale. Où est ma place dans un monde où on me l'a toujours nié ? Face à cette interrogation insoluble, nous répondons souvent en reproduisant ce que nous avons toujours vécu. Quand cette blessure de rejet est ancrée en nous, nous tendons à nous retrouver à l'âge adulte dans de nouvelles situations qui viennent la conforter. Au bureau, dans nos amitiés ou nos relations affectives, nous nous mettons en situation d'être rejetés. Nous continuons à agir comme si nous étions de trop. Ainsi, ce schéma rejaillit sur notre comportement au quotidien, quand nous essayons de passer le plus inaperçu possible pour éviter le rejet ou la maltraitance, comme c'est le cas quand nous limitons au maximum nos activités et nos interactions sociales. Nous cherchons à fuir la souffrance abyssale générée par cette blessure. Nous nous réfugions alors dans notre monde intérieur, comme c'est le cas chez bien des enfants maltraités.
voire nous adoptons certains comportements dangereux, par exemple des addictions. Cela peut être le cas de ton autre, celui que tu aimes profondément et qui ne t'a peut-être pas tout dit. Nous essayons de reprendre cette place dont on nous a privés via des comportements excessifs. Cela peut être notamment le cas dans notre enfance par des troubles du comportement, comme le cas chez les enfants turbulents en classe. De même pour un adulte qui a des réactions émotionnelles disproportionnées à certaines situations. Ce type de stratégie compensatoire relève du désir profond d'être enfin vu, reconnu. C'est une pulsion vitale, une pulsion qui mène pourtant au rejet, elle aussi, tant ces stratégies ne sont pas acceptables ou compréhensives pour l'autre. La blessure de rejet tente bien évidemment les masques et les faux selfs. Crier notre présence au monde n'est d'ailleurs pas la seule stratégie que nous tendons à mettre en place quand nous souffrons du rejet. Plus subtils, certains comportements nous permettent de naviguer au quotidien malgré la blessure en revêtant les masques de ces faux selfs. La fausse identité que l'ego a construit pour nous protéger enfants, comme celui du perfectionniste qui repose sur un postulat simple mais malheureusement faux. Tant que je serai parfaite, parfait, personne ne pourra me rejeter. Le sauveur, là encore, quand nous tendons à nous occuper des autres au point de nous oublier, nous sommes parfois dans cette même démarche de réparation. Après tout, si je me dévoue pour les autres, ils ne me rejetteront pas. Le compétiteur, c'est peut-être là le masque le plus narcissique possible. Son idée sous-jacente, les signes extérieurs de richesse, sa réussite matérielle, professionnelle, sont le reflet de sa valeur intérieure. Or, c'est évidemment un leurre, un soi grandiose, qui n'applique pas forcément une bonne estime de soi, aussi valorisée soit cette réussite dans notre société. Au-delà de notre comportement quotidien, la blessure de rejet a également un impact sur nos relations aux autres, et notamment sur notre couple et nos relations affectives. En effet, quand nous nous attendons à être rejetés, nous ne pouvons pas accueillir les sentiments de l'autre. Nous avons tendance à éviter tout engagement qui pourrait nous mettre à nouveau dans cette position. C'est le propre de l'attachement évitant. Or, à force de ne pas nous investir dans une relation, de croire que cela ne marchera pas ou que nous n'avons pas de valeur aux yeux de l'autre, la personne que nous aimons finit par partir, comme nous l'avions anticipé. C'est là une prophétie auto-réalisatrice par laquelle nous générons nous-mêmes le rejet que nous redoutons tant. Qu'est-ce que l'attachement évitant qu'épris ? Certaines personnes ont beau être intégrées socialement, avoir des amis, un conjoint, des enfants, elles n'en restent pas moins distantes et d'une certaine manière inaccessibles. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement ? Pour de nombreuses personnes, il est normal de contrôler ses émotions et de chercher à éviter les vagues, même si cela implique de se sentir un peu en décalage avec le monde. Tout en vivant cela, certaines assurent qu'elles sont dans un attachement sécure, autrement dit que tout va bien dans leur relation avec les autres et avec elles-mêmes. D'autres vont considérer que leur manière d'être un peu coupée des autres est leur caractère. Sans souvenir de leurs premières années de vie, elles s'imaginent qu'elles ont toujours été ainsi et qu'elles sont par nature timides ou introverties. Or, à la différence d'un caractère introverti qui est inné, un comportement évitant est une construction sociale et donc un trait de personnalité.
Le mot personnalité qui est pris vient du latin persona, qui signifie masque. Et oui, on se construit une personnalité, une persona pour faire face au monde. L'attachement évitant découle donc du vécu. La personne s'est construite inconsciemment une manière d'être au monde plutôt évitante. Ce fut sa manière de s'adapter face à l'adversité. C'est dans l'enfance que se dessinent les contours d'une personnalité évitante. En cause, un cadre familial qui ne permet pas à l'enfant d'exprimer librement ses émotions. La famille n'est pas maltraitante, pourrait-on le préciser, mais à la maison, on ne parle pas de ses sentiments et de ses émotions. On ne les laisse pas paraître. De même, il n'y a pas ou peu de contact physique ou de câlin. Dans cet environnement un peu froid, un enfant qui ne va pas bien apprend à taire ses émotions et ses ressentis. Il a compris que ses parents n'étaient pas disponibles pour aborder ces sujets. Au fond, le plus souvent, ce qui crée un attachement évitant, c'est l'indifférence émotionnelle. L'enfant apprend à garder pour lui ce qui ne va pas. Il ne va pas parler à ses parents de ce qu'il s'est passé à l'école ou avec ses amis. Il le met au fond de son cœur, l'encapsule et essaie de l'oublier. Les personnes au comportement évitantes ont ainsi peu de souvenirs de leur enfance. Questionnez votre autre. Vous allez voir, c'est comme une sorte d'amnésie pour oublier ce qui a fait mal. Lorsqu'on leur demande d'évoquer leurs jeunes années, ces personnes parlent d'une période un peu vide, un peu plate. Au fond d'elles, il reste une trace émotionnelle de ces années passées, à taire leurs émotions. Mais entre-temps, elles se sont blindées émotionnellement. Rien n'entre et rien ne sort. Tant que votre hôte ne se rend pas compte que sa manière d'être pose problème dans ses relations affectives, l'évitant ne se pose aucune question. Je vous assure, cela n'a rien à voir avec le discernement. Mais il commence à en souffrir quand il se rend compte que cet évitement général l'empêche d'avoir des relations qui durent. Les personnes évitantes demandent rarement de l'aide. Souvent, elles viennent consulter, elles me consultent, parce que leur corps a parlé, parce que leur autre leur a parlé. L'on peut se déclencher des ulcères, voire même des cancers. Ces personnes s'effondrent d'un seul coup par la dépression ou parce que leur conjoint leur a posé un ultimatum. Va voir un psy ou je divorce. Et c'est peut-être là que tu es rentré dans sa vie. Probablement. Ces patients ne sont pas faciles à aider car ils ne viennent pas vraiment d'eux-mêmes. Au fond, ils ne voient pas où est le problème et sont même souvent sceptiques, en tout cas du moins au début, sur l'intérêt d'un accompagnement holistique ou une thérapie. D'autres, par contre, ont eu un déclic. Un ami de longue date qui dit un jour, par exemple, « J'ai l'impression de ne pas te connaître ». Un collègue qui lance, « Toi, j'ai l'impression que rien ne te touche ». À un moment où l'entreprise est en crise et les employés inquiets pour leur avenir. Ou un conjoint qui s'écrie qu'il n'en peut plus de vivre avec quelqu'un qui n'exprime jamais ses ressentis et ne montre jamais ses émotions. Ces phrases n'ont pas été dites pour blesser, mais elles font mal au final. Il n'y a que la vérité qui blesse, pourrait-on observer. Ce n'est pas agréable, mais cela oblige la personne évitante à se poser des questions, et donc finalement, je l'espère, lui permettre d'avancer.
Avoir un proche évitant, c'est avoir une relation avec quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il vit, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucune émotion, uniquement qu'elle ne sait pas les exprimer. Les conversations sont toujours superficielles, on ne sait rien de ses émotions. On se rend compte après des années d'amitié, voire de vie commune, que l'on ne connaît pas vraiment cette personne. Ce n'est pas évident à vivre, mais il faut être patient et faire preuve de douceur avec ton autre. Si tu peux effectivement caractériser les quelques exemples que je viens de te donner, à moins que ce ne soit toi qui as besoin de travailler cette blessure de rejet. Gardez à l'esprit, mes chers Képris, que cette manière de se comporter a été à un moment donné, surtout dans l'enfance, mais peut-être aussi à l'âge adulte, la meilleure façon pour cette personne de se protéger. Il ne faut donc pas accabler la personne que vous aimez de reproches ou l'accuser injustement. Une personne évitante est émotive, mais elle se cache derrière une carapace. Elle peut même avoir l'air froide, distante, hautaine. En réalité, si votre hôte présente ces symptômes, c'est qu'il a peur, mais qu'il ne sait pas l'exprimer. Il faut donc réussir à l'apprivoiser. Cela signifie être présente, présent, prendre de ses nouvelles et s'accrocher, même si cette personne répond invariablement « oui, ça va, et toi ?» Mais aussi le challenger, lui faire remarquer sans agressivité ce que son comportement induit pour vous et forcément les autres. Parce que la personnalité est une construction sociale et elle n'est pas figée. Changer de cadre de vie peut changer totalement la donne chez une personne évitante. Si elle se retrouve dans un milieu où elle peut oser dire ses sentiments et ses émotions sans être jugée, une personne évitante peut se sécuriser et petit à petit s'ouvrir à l'autre. Je sais, l'enjeu est de taille. Si l'on n'arrive pas à se mettre en lien avec soi, on a du mal à aller vers les autres. Et si l'on est coupé des autres, il est difficile de se connaître. Réussir à se reconnecter à ses émotions et à renouer des liens avec les autres est alors un tremplin pour s'épanouir individuellement et avec l'autre, et pour ne pas être déstabilisé par une attitude que tu ne sais interpréter que comme du rejet, car toi-même tu as été peut-être humilié durant l'enfance. Le travail de l'alignement énergétique par les 7 chakras que je propose peut être très utile. Cher Képris, tu sais où me trouver. Enfin, pour finir, l'estime de soi se fond dans la confiance, la vérité de ce que vous êtes et la créativité à vous exprimer dans ce sens. Et bien évidemment, il y a le pardon. Se pardonner consiste à entrer en contact avec vos sentiments. Cependant, pour les blessures du passé, longtemps enfouies, les conflits ou les blessures de l'âme, nous avons besoin d'être guidés. Un besoin de comprendre et d'être soutenus pour nous aider à reconnaître ce qui doit être pardonné. Dans tous les cas, entrer dans une pratique méditative ou tenir un journal personnel, un bullet journal, peut faire partie des bonnes idées pour commencer votre travail intérieur afin de travailler sur une blessure particulière. Vous pouvez également lister, observer les comportements de votre jumeau et les noter. Pour développer une bonne estime de soi, il y va de la confiance, de la créativité, à aller de l'avant, à créer cet état d'être positif. Et il y va bien sûr de sa propre vérité. Retirer ses faux selfs, ne plus renier ses besoins d'amour et ce sentiment de se sentir mal aimé. Tu peux également, dans l'effet miroir, ressentir 2 aspects que je canalise pour toi dans l'ici et le maintenant.
J'ose, je suis capable de me lancer quoi qu'il advienne. J'ai confiance en moi, en mon entourage et en l'univers. Je suis, quoi que je fasse, avec courage. Je me sens accompagnée et en toute confiance face à l'inconnu. Je me sens pousser des ailes et cet élan d'audace me porte vers de nouvelles portes. Ou bien au contraire, dans l'effet miroir, ton autre peut se sentir ainsi. Je ne trouve plus la force nécessaire ni le courage d'engager de nouveaux projets ou de nouvelles actions. Ma confiance intérieure est anéantie par la peur de ne pas être à la hauteur. Je me sens découragée parce qu'il m'arrive et je n'ai plus confiance en personne. J'ai l'impression d'être seule face à mes problèmes. Tu l'as bien deviné, c'est la voix principale de Muladhara, le chakra racine, de couleur rouge, note Do pour les thérapies musicales, et dont le Bij mantra est l'âme. Qu'est-ce qui te paralyse ? Comment peux-tu retrouver le courage de te lancer ? Et bien évidemment, travailler le chakra racine, c'est travailler, tu l'auras deviné, conjointement l'image de soi. Et oui, qui êtes-vous finalement ? Il va peut-être aussi de votre féminin sacré également. Mais j'aurais tendance à dire principalement de votre créativité, votre façon de créer ce que vous êtes, en tout cas exprimer ce que vous êtes par votre originalité et votre état d'être. Apprenez jour après jour à avoir confiance en vous. Autorisez-vous des moments rien que pour vous, en faisant des activités qui vous nourrissent et qui nourrissent votre créativité. Apprenez quotidiennement de nouvelles choses et cultivez votre soif d'apprendre. Ainsi, cela deviendra une passion. Ne soyez pas sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour surprendre l'autre. Vous avez pu d'ailleurs ces derniers temps vous sentir un peu moins efficace, moins productive. Et j'ai même l'impression que vous aviez l'impression de ne pas avoir l'esprit libre et tranquille, jusqu'au point de vous empêcher de penser. Eh bien, ces symptômes sont liés à l'énergie du chakra Svadhisthana, et oui, chakra sacré, de couleur orange, aux thérapies quantiques de Ré, et dont le Bij mantra est Vam. Qu'est-ce qui te préoccupe ? De quoi as-tu besoin ? Comment peux-tu retrouver l'inspiration de vivre ? Et oui, nous l'avons dit, attention à l'effet miroir. Lorsque vous vous regardez, vous devez être fier de vous, sans être influencé par le regard des autres. Être capable aussi de voir vos qualités, vos défauts, chez vous comme chez l'autre, et de les accepter en avançant sur ce chemin initiatique. Acceptez ce reflet pour vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas voir par vous-même. Et l'autre, votre autre, cette personne que vous aimez, est là pour ça, dans votre vie, dans ce parcours initiatique, pour vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Ne vous voilez pas la face. Admettez que vous avez plusieurs facettes qui ne dépendent pas toujours de vous et que vous avez probablement des petits défauts cachés. Mais j'ai envie de vous dire, rien de bien méchant, bien évidemment. Respectez-vous, je ne cesserai de le dire. Respectez votre double, votre autre. Vous ne savez pas tout et dans le bénéfice du doute, soyez respectueuse et respectueux de sa personne et des personnes qui vous entourent.
Soyez tolérants, tolérantes et bienveillants. Apprenez à coexister auprès de l'autre en toute humilité, en vous excusant quand vous ne maîtrisez pas tout, et notamment le champ émotionnel. Et à ce stade de parcours, le chakra sacré te parle probablement, cher Képri, pour te dire, mais qu'est-ce que ce chakra essaye de te dire justement ? Eh bien, peut-être aussi à travers ton corps. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire ? Et si tu choisissais de libérer la femme qui est en toi, le féminin, les émotions qui sont en toi, celles qui sont enfouies ? Et oui, l'image de soi, ce que nous projetons, ce que nous pensons être supposé. Et oui, ça peut être un peu compliqué, je te l'accorde. Mais patience Képri, patience et amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux, bien évidemment. Et puis ne pas avoir peur d'exprimer sa vérité. La vérité est pour moi une clé d'ouverture de notre porte intérieure. Car quand vous êtes sûr de détenir ne serait-ce qu'une petite vérité sur vous-même et sur les autres, eh bien partagez-la. Il se peut que cette brillante idée soit teintée d'amour universel et puisse bien évidemment transformer l'autre. Ne vous voilez pas la face, même si vous n'arrivez pas à affronter la vérité. Peut-être que des fois vous n'êtes pas totalement avec vous-même. Et alors, le traumatisme existe et persiste, probablement. C'est peut-être même très difficile pour vous. Peut-être que vous avez fait semblant d'oublier. Ne vous embarquez pas dans la confrontation. Avec l'autre surtout. La vérité est parfois difficile à admettre, à trouver. C'est vrai qu'elle est libératrice, mais il faut que la personne soit dans une écoute subtile, interne. Et tant que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit d'intervenir. La vérité, c'est l'expression du chakra Vishuddha, le chakra de la gorge, de couleur bleu clair, accompagné de la note Sol pour les thérapies quantiques, et dont le bish mantra est Am. Quelle est votre vérité, Képri ? Comment pouvez-vous admettre la vérité de l'un, de l'autre ? Peut-être de quelque chose qui vous a blessé dans votre enfance. Être capable de communiquer librement et de dire ce que l'on ressent est une grâce. Tout le monde n'en est pas capable. Acceptez-le, soyez tolérants. L'écoute, peut-être une de vos qualités, à défaut de savoir peut-être exprimer vos émotions. Travailler l'écoute active, avoir des pensées préoccupantes qui viennent interférer avec votre communication, tout ceci est antinomique. Je vous entends me dire très souvent, je l'écoute, mais j'entends, moi, vos pensées parasites. Ne prenez pas tout pour une vérité. Prenez du recul, écoutez sans émotion et voyez ce que ça provoque chez vous et chez l'autre. De la colère, de la tristesse. Posez-vous la question, Képri. J'espère que ce podcast vous aura plu et accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez encore bénéficier de remises exceptionnelles sur mon programme d'alignement énergétique et de libération. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro neferuneis2705@gmail.com. Vous pouvez soutenir la chaîne en appuyant sur rejoindre. Pour ceux qui le peuvent, un grand merci.
Je vous fais de gros bisous, mes képris sacrés. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.